n'arrête pas de parler de données. On voit que tout le monde veut s'emparer de cette donnée, que les rapports de force se sont encore accrus sur ces sujets-là, avec la montée en puissance des GAFAM. Et si l'interopérabilité n'était pas un moyen pour rééquilibrer ces rapports de force autour de ce précieux qui est la donnée? Et là, pour le coup, nous allons avoir une nouvelle table ronde animée par Jérôme et François. Et je vais appeler maintenant François Deprez, qui est président de GS1 France. On va aussi parler de données de santé avec Pierre-Antoine Gouraud, qui est professeur des universités et praticien au CHU de Nantes, alors qu'il lui est à distance, il est un peu occupé, comme tous les acteurs de la santé en ce moment. Et puis, nous allons avoir Sophie Poncin, qui est directrice advertising d'Orange. Et oui, parce que le sujet de la donnée, on le retrouve aussi dans la communication. Donc finalement, tous ces secteurs ont en commun que la donnée est devenue un véritable enjeu. Et que vient faire l'interopérabilité dans tout ça? On va commencer avec vous, François Deprez, président de GS1. Donc GS1, c'est un organisme de standardisation. Et la standardisation, est-ce que c'est la clé de l'interopérabilité? Est-ce que c'est le passage obligé ou c'est juste un moyen parmi d'autres? Bonjour à tous les deux. Je vais aussi attendre un petit peu avant de répondre directement à la question, mais déjà, j'ai pris un grand plaisir juste avant, y compris dans l'introduction, parce que je pense que le terme interopérabilité, je ne sais pas s'il y a 3 personnes qui savaient le prononcer il y a encore 3 ans, et que maintenant c'est the new black. C'est vrai. C'est une problématique qui apparaît à tout le monde, qui effectivement est en lien avec la souveraineté, avec l'indépendance des acteurs. Et pour en revenir à votre question, l'organisme dont je m'occupe en France, qui est un organisme mondial, l'interopérabilité c'est son 2e prénom d'une certaine manière, donc c'est intrinsèque au travail de la standardisation. La standardisation a comme moteur le fait de produire de l'interopérabilité, c'est à ça que ça sert, c'est avoir des référentiels communs, c'est avoir des langages communs, on va y venir sur la donnée. Donc c'est ça concrètement ce que fait l'interopérabilité. Je vais juste faire aussi un retour en arrière sur les stratégies européennes. De ce que j'observe, il y a non seulement effectivement cette dimension digitale, mais la twin transformation de l'Europe, elle est aussi sur les dimensions environnementales, donc c'est le Green Deal. Et l'association des deux est à mon sens très important. Pas que sur les angles importants de sobriété numérique, dont on pourra se poser pas mal de questions. Il y a aussi la question de l'ensemble de cette traçabilité de l'information sur les produits pour favoriser une économie plus circulaire, une économie de la fonctionnalité demain. Une économie de la fonctionnalité, ça va reposer sur le fait que chaque produit qu'on va utiliser puisse finalement être doté d'un équivalent digital qui va tout au long de son cycle de vie, d'une certaine manière, fournir de l'information et pouvoir gérer, optimiser à la fois la production, le cycle de vie, le recyclage, la réparation, toutes ces problématiques. Donc la question de l'interopérabilité, c'est exactement ce que vous pointez du doigt. Elle repose sur la capacité qu'ont tous ces acteurs qui vont non plus être en chaîne, en s'enchaînant, mais un véritable écosystème, a la capacité à, en temps réel, partager de l'information. Et c'est ça la nécessité absolue de l'interopérabilité. Il va falloir pouvoir partager en temps réel de l'information sur des formats et des référentiels communs, et nommer les choses de la même manière. Mais pour les entreprises, c'est un poids aussi, la standardisation, non ? Moi, j'aurais tendance plutôt à dire que c'est libérateur pour plein de raisons. La première, c'est pour moi la première réalité, c'est qu'on est aujourd'hui, et c'est pour ça que ça peut être un poids et une transformation difficile, c'est qu'on a produit de la donnée de manière fonctionnelle. C'est-à-dire que c'est l'outil qui a été générateur de données. Voilà, la machine, le tracteur dans le monde agricole. On n'a pas du tout pensé de manière transversale la donnée. Voilà, la donnée, elle sert à une fonctionnalité, elle sert à optimiser un outil fonctionnel. Et ça va être effectivement une forme de complexité pour les entreprises de changer parce qu'elles vont apprendre à dépropriétariser un peu leurs données, c'est-à-dire à être capable de dire la donnée c'est pas que la mienne, ça sert à un écosystème. C'est un peu ce qu'on entrevoyait dans la discussion juste avant. Et c'est libérateur parce que je pense qu'effectivement en termes d'inclusion, ces initiatives qu'on voit à l'échelle européenne, ça va permettre à tout le monde d'utiliser les mêmes outils. Et donc en termes d'accessibilité, c'est ce que nous on observe dans la situation de crise aujourd'hui. Bêtement, pouvoir digitaliser son offre, mettre un code barre dessus, c'est un acte assez simple, facile, pas cher, qui permet finalement à tout le monde de vendre partout dans le monde. Même si on ne va pas en tirer un bénéfice immédiat soi-même. Donc il y a un petit côté un peu tech for good, c'est data for good, quoi.
Écoutez, aujourd'hui, les acteurs qui ont poussé la naissance d'une organisation comme la nôtre, c'est plutôt des grands acteurs qui ont cherché à pouvoir avoir les mêmes solutions partout dans le monde. D'accord ? Donc c'est un bénéfice pour les plus gros. C'est aussi un bénéfice pour les plus petits, parce que c'est finalement très accessible et peu cher. C'est-à-dire que là, ça permet d'utiliser les mêmes principes et les mêmes dimensions que les plus gros. C'était ce qui était très bien expliqué juste avant. C'est-à-dire que finalement, tout le monde va avoir les mêmes règles du jeu, d'une certaine manière, dans sa capacité de digitaliser son business. Alors, évidemment, on essaie de voir ça avec la vision européenne. Est-ce qu'il y a une réglementation européenne de toute cette data, François ? En fait, ça vient se loger à plein d'endroits. Il y a, je faisais référence à l'économie circulaire, le principe qui est en train d'arriver d'un product passport avec des logiques de data space, donc avec l'idée, ça existe aussi en France, qu'une partie des données d'information produits soient des données d'intérêt général, c'est-à-dire qu'ils puissent être partagées à grande échelle, des données réglementaires. On l'a cité juste avant, alors je viens à peine de commencer à rentrer dedans, mais le DSA et le DMA qui sont vraiment ce package qui, à mon avis, va ouvrir plein d'informations. Ce que j'ai pu entrevoir, c'est que chaque entité commerçant, y compris probablement dans le C2C, donc quand on va revendre des produits sur le Bon Coin, etc., va devoir être identifié sur ces plateformes. Donc voilà, effectivement, la question des identités digitales est sacrément importante, mais va positionner tout le monde dans une logique de sécurisation des échanges. Je pense que derrière, il y aura des enjeux de taxation aussi, certainement, dans un deuxième temps. Mais voilà, il y a beaucoup de choses dans les réglementations qui sont en train d'apparaître, secteur par secteur. Le secteur de la construction, le secteur du textile, pour des raisons principalement environnementales, vont nécessiter une production d'informations sur toute leur supply chain. Et c'est une masse significative d'informations, d'ailleurs qu'il va falloir rendre plus sobre, parce que ça va faire beaucoup d'informations, je peux vous le dire. Si chaque composant est identifié de manière sérialisée pour toutes les productions de produits, ça va faire beaucoup, beaucoup d'informations. Et là, c'est une masse significative qui va aider à faire beaucoup de choses, mais en même temps qui est effectivement en partie contraignante pour les entreprises à court terme. Très bien. François Deprez, bien sûr, vous restez avec nous. Oui. Vous pouvez peut-être aller faire un petit tour du côté de Nantes. François. Allez, on y va avec Pierre-Antoine Gouraud qui est avec nous en visio. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour à tous. Alors vous êtes professeur des universités, vous êtes praticien hospitalier donc au CHU de Nantes. Et alors, puisqu'on parle de données, c'est intéressant parce que juste tout à l'heure avec Sophie, on évoquera la donnée, mais d'une manière totalement différente avec la publicité adressée qui va arriver sur vos box. Et c'est aussi une manière de traiter de la donnée. Mais là, on va parler avec vous de données et de médical, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette clinique des données que vous mettez en place au CHU de Nantes ? Alors effectivement, comme professeur de médecine, je suis un petit peu particulière puisque je ne traite pas des patients, mais je prends soin, si vous me permettez l'expression, de l'ensemble des données générées par l'activité du CHU de Nantes. Et donc très vite, on parle de quantité d'informations qui sont nouvelles, en tout cas dans le domaine biomédical, puisque ce sont les données de plus de 2,7 millions de patients qui deviennent accessibles. Et donc, François parlait tout à l'heure de transversalité de l'information. Nous, on la lie très souvent à la notion d'intentionnalité. L'intentionnalité des données de santé, leur but premier, la raison pour laquelle on les enregistre, eh bien, c'est le soin lui-même, c'est-à-dire le patient pour lequel un soignant va prendre une décision. Et aujourd'hui, avec cette clinique des données qui a pour mission de mettre à disposition les données pour d'autres usages, à la fois en interne et en externe, eh bien, c'est toute la question de l'intention première de l'enregistrement des données qui nous est posée, puisque cette donnée, elle va pouvoir resservir pour faire évoluer le soin, pour l'évaluer parfois. Et pour nous, c'est une opportunité de ce qu'on appelle une solidarité, c'est-à-dire un niveau de solidarité entre les patients qui passe pas seulement par le partage des coûts à travers notre système d'assurance, mais à travers le partage des données à l'échelle de l'établissement et plus large. Mais alors, elle sert à quoi cette clinique des données ? C'est-à-dire, c'est une mise en commun, c'est une exploitation par la suite dans le cadre par l'intelligence artificielle, etc. Donc, voilà. 214 projets pris en charge par le service depuis sa création en 2018. Premier entrepôt de données biomédicales
dont le déploiement a été approuvé par la CNIL en région. Donc c'est d'abord une réflexion à l'échelle de l'établissement, 12 600 salariés au CHU de Nantes, sur comment est-ce qu'on partage des données qui sont créées par plusieurs services. C'est ensuite une réflexion réglementaire, comment on respecte le droit de chacun des patients qui sont à l'origine de ces données, de s'opposer à ce que les données qui le concernent soient réutilisées à des fins de recherche. On a un circuit d'information, une capacité pour chaque patient de s'opposer à ce que ces données soient utilisées à des fins de recherche. Et puis enfin, une infrastructure qui est à la fois technique mais aussi d'expertise dans le traitement des données, qui va permettre de complètement transformer nos pratiques pour savoir combien on a de patients d'un type particulier qui vont pouvoir bénéficier d'un nouvel essai clinique, d'un nouveau médicament, réfléchir à de nouvelles prises en charge et puis enrichir et enregistrer des flux de données à l'intérieur de l'établissement pour complètement transformer notre manière de penser le soin demain. Et comment est-ce que ça s'articule avec le Health Data Hub ? Alors, on est en fait, je dirais, à un échelon local par rapport au Health Data Hub, et j'aime beaucoup penser le Health Data Hub avec une structure en fractal. Nous, on est à l'échelle d'un établissement, on a une responsabilité juridique à porter dans la transformation des données. On a dans le Grand Ouest un formidable outil qui est un réseau d'entrepôts de données biomédicales. Donc on a la même organisation avec un partage d'outils techniques, réglementaires, de gouvernance à l'échelle de tout le Grand Ouest. Donc on touche quasiment un citoyen sur deux avec presque 6 millions des données sur 6 millions de patients à l'échelle du Grand Ouest. Et puis au niveau national, des données rassemblées sous la bannière du Health Data Hub, avec cette ambition qui est la nôtre d'avoir des données aussi centralisables que possible, mais aussi délocalisée que nécessaire, puisque cette donnée, pour qu'elle puisse être partagée, il faut qu'elle soit comparable. Et pour ça, on a besoin d'une expertise qui est au plus proche. Et c'est dans ce sens qu'on travaille avec le Health Data Hub. Est-ce que toutes ces données sont interopérables, Pierre-Antoine Gouraud ? Alors, à la base, en fait, on pourrait dire qu'aucune donnée n'est interopérable, puisque d'abord, ces données, elles sont directement identifiantes. Donc, la donnée, les données, en fait, elles doivent, pour augmenter leur valeur d'usage, faire l'objet d'une série de transformations. La première d'entre elles, c'est vraiment l'anonymisation, c'est-à-dire enlever l'ensemble des identifiants directs de toutes ces données. Et c'est pas une mince affaire, parce que on a accès à la fois de la donnée structurée, mais aussi à l'ensemble des comptes rendus qui sont issus d'une consultation ou d'une opération. Donc les données, de facto, on ne devrait jamais considérer qu'elles sont interopérables parce qu'elles sont identifiantes et c'est en les transformant qu'on va les rendre plus opérables et donc augmenter leur valeur d'usage. Encore une petite question avant, en effet, de passer à la donnée dans le domaine de la publicité et de la télévision. Pierre-Antoine Gouraud, finalement, votre clinique de la donnée, on a l'impression que c'est presque plus une banque de la donnée, avec un coffre-fort de la donnée. Et on voit que récemment, là, les cyberattaques se sont multipliées contre les hôpitaux, les établissements, les laboratoires pharmaceutiques, dans le cadre de la mise au point des vaccins, etc. On a encore découvert il y a 2 jours des fichiers des données de santé, précisément pas du tout anonymisés, en libre accès. Comment est-ce que vous vivez tout ça ? Vous arrivez à dormir ? Alors, à l'échelle d'un établissement, la question de la sécurité des données de soins, elle est extrêmement complexe. Et c'est vraiment au cœur de notre réflexion, la réflexion qu'on a menée avec la CNIL sur quelles mesures de protection on se donne pour que les données ne créent pas de risque de réidentification pour les patients. Donc, un entrepôt de données biomédicales, c'est pas open bar. On a dit il y a une grande masse de données qui est accessible. On en extrait avec un principe de parcimonie juste ce qui est nécessaire par projet. Et aujourd'hui, la réflexion qui est la nôtre, c'est même de systématiquement envisager le recours à des données synthétiques, c'est-à-dire des données que l'on va simuler mathématiquement pour chaque projet, pour répondre à une question scientifique, et mettre à disposition ce qu'on appelle des avatars de données individuelles. Très bien. Bravo. Merci beaucoup. Merci Pierre-Antoine Gouraud. Alors, autre exemple de, cette fois-ci, la donnée.
dans la publicité, avec vous, Sophie Poncin. Merci d'être là et bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice advertising chez Orange. Donc la data arrive aussi, on va dire, dans les médias traditionnels et notamment sur nos box. Parlez-nous de la télé adressée qui justement fait appel à toute cette data, s'il vous plaît. Oui, la télé adressée, donc grande innovation qui a été lancée au mois d'octobre. On est d'ailleurs très fiers chez Orange d'avoir été les premiers à lancer ce nouveau service avec nos amis de France Télé. Oui, parce que tout ça est réglementé depuis peu, finalement. Oui, alors le tout ça est très décret, récent. effectivement, la télé adressée, elle est possible grâce à la modification du décret qui est paru cet été, début août, et qui donc autorise ce qu'on appelle un décrochage publicitaire pour permettre effectivement de cibler plus précisément. Donc c'est déjà une réalité, donc je le disais depuis octobre avec France Télé, ça va se déployer bien sûr là dans les semaines et les mois à venir puisque ça dépend aussi des partenariats, des partenariats qu'on noue avec les chaînes. Donc TF1 a été annoncé au début de la semaine comme partenaire signé pour Orange et donc chaque opérateur signe avec chaque chaîne. Vraiment en janvier, ça va pouvoir être effectivement assez massif. Donc, vous pouvez nous expliquer ce que c'est concrètement ? Ça va se traduire par quoi ? Alors, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un annonceur fait une campagne télé, bien sûr qu'il cible des individus au travers de panels médiamétrie depuis finalement toujours. Ça lui permet de cibler un minimum, mais néanmoins, le spot, il est diffusé dans tous les foyers. Là, c'est la capacité finalement d'adresser une publicité à un foyer en particulier, selon qu'il habite par exemple dans une région ou une autre, selon qu'il a tel centre d'intérêt, etc., etc. Donc ce sera de la publicité pour lui. Voilà, c'est-à-dire qu'on adresse un foyer avec donc une typologie de data précise. Et donc, finalement, l'opérateur, lui, il a 4 missions. L'opérateur, il a 4 missions vraiment très importantes. C'est déjà de rendre le parc des décodeurs éligible, parce que pour pouvoir faire ça, alors chez Orange, c'est quand même un projet industriel qui a duré 2 ans. Parce que c'est une prouesse technologique. Il faut quand même, c'est du software à l'intérieur des décodeurs. Et donc notre première mission, c'est de faire en sorte que le parc soit le plus large possible pour qu'il y ait suffisamment ce qu'on appelle de reach. Donc ça passe par l'éligibilité technologique des box, c'est-à-dire qu'il y a des générations de box qui vont disparaître pour laisser place à des box qui sont complètement compatibles. Et puis on a la mission de recueillir le consentement de nos abonnés. Donc ça joue sur la taille de la mise à disposition du parc des opérateurs. Ça, c'est la première mission. La deuxième, c'est de constituer des segments data qui vont être nécessaires pour les chaînes pour fabriquer des offres à destination des annonceurs. Donc, nous envoyons ces data aux chaînes. La troisième mission, finalement, c'est de date switcher, c'est-à-dire de remplacer à la milliseconde un spot dans une box chez vous et un autre spot dans la box chez vous parce que vous êtes forcément des abonnés Orange. Donc la dernière mission, c'est de remonter tout ce qu'on va trouver dans le digital, les KPI qui du digital, c'est-à-dire est-ce que la publicité a été vue à X%, donc ce qu'on appelle le taux de complétion, le taux de visibilité. Voilà, c'est nos 4 missions principales et c'est vraiment le socle de la télé adressée. Donc pour les chaînes et pour les régies des chaînes, c'est un momentum unique, c'est-à-dire que ça va leur permettre, de reprendre la main par rapport à des GAFA. Vous savez que ils trustent une grosse partie du marché publicitaire. Oui, puisque la publicité adressée existe depuis toujours sur les réseaux sociaux et sur voilà. Oui, alors c'est la nature même du digital. On adresse effectivement. Et donc là, les chaînes, elles vont avoir finalement la meilleure offre vidéo dont on puisse rêver. C'est-à-dire que un environnement très
très safe, parce que vous savez que sur les plateformes, c'est pas toujours le cas. Donc là, on est sur du contenu qualitatif et safe. On est aussi sur une expérience intéressante, puisque on est quand même sur des tailles d'écran, c'est-à-dire la qualité d'exposition est majeure. Il y aura la 4K en plus qui se développe, et avec une granularité de ciblage liée aux data des opérateurs. Et c'est là où c'est vraiment la beauté de la TDRC, c'est de la data qui est unique. C'est-à-dire que c'est de la data, ce qu'on appelle déterministe. Déterministe parce qu'elle repose sur la connaissance client, la connaissance qu'ont les opérateurs de ses clients. Aujourd'hui, dans le digital, il y a plein de data, mais alors toutes ne se valent pas. Il y a beaucoup de déclaratifs. Là, ce qui est important, c'est de la data opérateur, qui est donc de la data... Voilà, ce qu'on appelle déterministe, qui est issu de notre connaissance client. Et ça va tout changer parce que ça permet potentiellement d'adresser un quartier dans une région, par exemple, si on prend la data locale. Et puis, ça donne une possibilité aussi aux chaînes d'aller chercher d'autres typologies d'annonceurs, notamment des annonceurs plus locaux, voilà, avec des tickets d'entrée plus faibles. Et donc, c'est tout un nouveau marché qui s'ouvre. D'autres pays l'ont fait avant nous, les US, le UK, maintenant depuis 6-7 ans. Et on voit que 50% des annonceurs sont des primo-accédants, justement grâce à la faculté de pouvoir cibler en local. C'est-à-dire que demain, Jérôme ouvre une boulangerie, il pourrait... Ce qui est dans le projet, oui. Voilà, c'est ça. Devenir annonceur et créer son petit spot de publicité qui serait diffusé, par exemple, dans le quartier. Enfin, je schématise, mais c'est un peu ça. Oui. Alors, ce sont les chaînes qui commercialisent leur flux. C'est-à-dire que nous, voilà, j'ai donné... Vous mettez la plateforme technique en place. La plateforme technique. Et data. En fait, il y a deux piliers. Il y a la plateforme technologique et le fournisseur de data. Enfin, moi, si j'ouvre une boulangerie, ce sera global tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Mais on fait aussi les maillages des réseaux. Mais Sophie Ponsin, alors c'est formidable tout ça pour les annonceurs, pour les chaînes, pour vous aussi. Mais est-ce que c'est pas un petit peu, ça ne risque pas d'être un peu freiné par le phénomène, les nouvelles manières d'accéder au programme, tous les systèmes over the top, les téléconnectés. Vous disiez, on est abonné Orange. Oui, on est abonné Orange, mais je vais vous faire une confidence. Moi, mon décodeur télé Orange, je l'allume plus vraiment. Vous avez tort. Il se passe plein de choses. Oui, mais ça fait des bips, ça fait des clics en plus. Voilà. Est-ce que ça veut dire que vous allez, du coup, faire des choses pour rendre ces box plus appétantes? Est-ce que les chaînes vont encore plus brider leurs replays pour vous les réserver à vous et les sortir des applications over the top, etc.? Alors, deux choses. Il y a déjà le mode de consommation de la télé en France, elle est unique. C'est plus de 65% des gens consomment la télé via des box d'opérateurs. Et ça continue à progresser. Donc, l'over the top en France, il est très faible. Non seulement, je crois qu'il y a 30% de téléconnectés, il n'y a que 30% de ces gens qui la connectent. Qui la connectent. Donc, l'usage, en fait, finalement, de la box d'opérateur, elle est massive. Ça tient, finalement, à la façon dont, historiquement, les opérateurs ont vendu de la connectivité et de la télé. En même temps, c'est le triple play, donc ça existe depuis longtemps. Et les opérateurs, et ça continue, font en sorte de distribuer les meilleurs contenus. C'est-à-dire que quand vous êtes chez Orange, si vous voulez vous abonner à Netflix, c'est possible, à Disney+, c'est possible. En fait, l'expérience client en matière de contenu est maximum. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin justement d'aller... Alors, j'ai mon abonnement Netflix directement avec Netflix, j'ai celui de Canal là. Voilà, c'est un hub finalement. Et la relation avec les chaînes, dans notre métier de distributeur, elle est historique. Et les chaînes, nous créons aussi avec les chaînes des services à valeur ajoutée spécifiques pour nos abonnés. C'est ça. Là, justement, dans le nouvel accord avec TF1, il y a une nouvelle offre qui va arriver, qui va consister à proposer aux abonnés d'Orange du replay sans pub, par exemple. Bon, ça peut vous intéresser. Écoutez, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Je vais réviser ma position sur le sujet. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces Merci précisions. Sophie Ponsin, donc directrice Advertising Orange. Et puis, merci à François Deprez. Merci à à vous. Antoine Gouraud, donc depuis Nantes en visio.